Waouh! Alors, que de chemin parcouru si vous saviez. La première version du script de cet épisode date de 2015. 2015. À la base, c'était censé se concentrer exclusivement sur l'histoire des jumeaux de Langevin. Ça devait être en 2 épisodes, avec 3 guests, c'était un énorme morceau. Bon, au final, ce sera juste un épisode, mais déjà, d'abord, d'une, c'est un La Preuve par vieux, et normalement, vous aimez bien les La Preuve par vieux. Et de 2, concernant Paul Langevin, je préfère que l'épisode existe, plutôt qu'une espèce de rêve idéal de mini-série qui n'existera jamais, je pense à rien en particulier. Et donc, aujourd'hui, les gens ont cours avec Paul Langevin. Né en 1872 à Paris, mort en 1946 à Paris, Paul Langevin est un physicien français, mais pas que. Il est également philosophe des sciences, vulgarisateur du début du siècle dernier, attention. Le gars est pas tiktoker non plus. Et homme politique, comme beaucoup de ceux qui ont vécu les 2 guerres mondiales. Et oui. Après avoir obtenu son bac en 1888 à l'âge de 16 ans, il étudie à l'école municipale de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Attends quoi, tu veux nous faire croire qu'il a fait ni normal sup ni polytechnique? Alors, 2 secondes. Pendant qu'il étudie dans cette école, il y rencontre Pierre Curie, qui travaille comme chef de travaux et qui décèle en lui un potentiel et lui dit que ce serait bien qu'il s'oriente plutôt vers la recherche et l'enseignement, plutôt que devenir un banal ingénieur. Et donc Paul Langevin se présente à l'école normale supérieure. Oui, il est admis premier. Voilà. Il va donc y étudier, ainsi qu'à la faculté des sciences de Paris. En 1897, il passe l'agrégation de physique, ce qui va lui permettre d'aller bosser 1 an au... Ah bah tiens, qui voilà! Le laboratoire Cavendish! Si on s'attendait! Je rappelle qu'à l'époque, le gars qui dirige le laboratoire Cavendish, c'est Joseph John Thomson, le mec qui découvre l'électron. Et puis il y a Rutherford aussi qui y travaille. Le mec qui découvre le proton. Oui, parce que lorsque Langevin commence à travailler, on va dire à peu près vers 1895, on est quand même plutôt sur une période un peu clé niveau découverte scientifique. Ah oui, parce que dans les années qui vont suivre, on va quand même découvrir pas mal de particules, à commencer par l'électron, le proton, le neutron. Mais on va également bosser sur le rayonnement, avec les rayons X de Becquerel, ainsi que les travaux des époux Curie, sur l'électromagnétisme, avec les travaux de Maxwell, sur l'espace-temps, avec la relativité restreinte d'Einstein, ainsi que sur la statistique appliquée à la physique des particules et la thermodynamique, avec les travaux de Boltzmann. Donc oui, l'époque est propice. Alors, en français, propice. Oui, parce que je rappelle qu'il y a quand même 2 guerres monumentales qui vont leur tomber sur la gueule dans pas longtemps. Les premiers travaux de Paul Langevin vont concerner le magnétisme. Mais attention, le magnétisme à l'échelle microscopique. Il va s'appuyer sur les travaux statistiques de Boltzmann, justement, pour expliquer par quelle manière le magnétisme des matériaux paramagnétiques dépend de leur température. Alors, vite fait, un matériau paramagnétique, c'est un matériau qui n'est pas naturellement magnétique, mais qui peut devenir magnétique, en présence d'un champ magnétique. Magnétique. Ce machin-là, donc, le fait que les matériaux paramagnétiques, leur magnétisme dépend de la température, c'est un truc que Pierre Curie avait déjà observé, mais sans pouvoir l'expliquer. Tout ça pour dire, encore une fois, qu'on est vraiment à une période où tout le monde travaille avec tout le monde s'appuie sur les travaux de tout le monde. Bref, on est vraiment à une période qui est scientifiquement faste. Et pour Langevin, donc, cette histoire de matériaux paramagnétiques, en fait, c'est parce que ces matériaux sont constitués de plein de tout petits aimants, qui sont en fait des électrons en mouvement. Je rappelle, si besoin, qu'à ce stade de l'histoire, on n'est pas encore sûr que les atomes existent. Les petits aimants peuvent du coup se retrouver à s'aligner en présence d'un champ magnétique, ce qui les rend du coup magnétiques, mais à la seule condition que leur agitation thermique ne les fait pas partir en couille. D'où le rapport avec la température. Outre le fait de travailler sur l'électromagnétisme, Paul Langevin découvre en 1906 les travaux d'Albert Einstein sur la relativité restreinte et décide de faire le lien avec ses propres recherches. Et il va enseigner la relativité restreinte au Collège de France en 1910 et 1911. À l'occasion de cet enseignement, il va imaginer un paradoxe, dit le paradoxe des jumeaux ou encore le paradoxe des jumeaux de Langevin. Et alors, on va pas faire tout l'épisode sur les jumeaux de Langevin,
mais ça mérite quand même un genre d'intra-quickie. Imaginez une paire de jumeaux, ils ont 20 ans, ils vivent tous les deux sur Terre, et le jour de leurs 20 ans, il y en a un des deux, il monte dans une fusée. Et il part dans l'espace en ligne droite à 80% de la vitesse de la lumière pendant 10 ans, mettons. Voilà. Et puis au bout de ces 10 ans, demi-tour et revient vers la Terre, même vitesse, tout ça, 80% de la vitesse de la lumière pendant 10 ans. Alors on va partir du principe que le retour se fait en ligne droite et qu'on avait déjà prévu la position de la Terre au moment où il reviendrait, qu'il n'y a pas besoin de faire des virages. Le cas simple. À cause de la relativité restreinte, vu depuis la Terre, le temps dans la fusée s'est écoulé plus lentement que sur Terre. Ce qui fait que quand le jumeau qui est parti dans l'espace revient sur Terre, il est plus jeune que son frère qui est resté sur Terre. Et alors j'interromps immédiatement le récit ici pour juste dire un truc, c'est que pour beaucoup de gens, c'est ça le paradoxe des jumeaux de Langevin. C'est ils ont le même âge, comment est-ce qu'il peut être plus jeune? C'est pas ça du tout le paradoxe des jumeaux de Langevin. On va y venir. Non, parce que ce que nous a appris la relativité restreinte, c'est qu'on peut aussi se raconter l'histoire du point de vue de la fusée. Et du point de vue de la fusée, c'est la Terre qui s'est éloignée à 80% de la vitesse de la lumière en ligne droite. Donc du point de vue de la fusée, c'est le temps sur Terre qui s'est écoulé plus lentement que dans la fusée. Et donc, lorsque les deux se rejoignent à nouveau, c'est bien le frère qui est resté sur Terre qui a moins vieilli que celui qui est parti dans l'espace. Il est là le paradoxe. C'est que selon comment on raconte l'histoire, chaque frère est plus jeune que l'autre. Ce qui n'est pas possible. Sauf que si en fait ce serait possible, si le fait est qu'ils avaient vieilli autant l'un que l'autre. Auquel cas, on pourrait dire qu'ils sont chacun plus jeunes ou du même âge que l'autre. Là, ça marcherait. Sauf que non, en fait, c'est pas possible. C'est pas ce que nous raconte la relativité restreinte. La relativité restreinte nous dit bien que dans la façon dont on raconte cette histoire, chaque frère est strictement plus jeune que l'autre. Ce qui n'est pas possible. À moins que la relativité restreinte se trompe. Ce qui, après quasiment 120 ans, reste encore à démontrer. Et donc, on est bel et bien en présence d'un réel paradoxe. Sauf que si vous vous rappelez bien, j'ai fait une vidéo il y a quelque temps sur la perception, le lien est dans la description, une vidéo au sein de laquelle je disais que les paradoxes logiques, ça n'existe pas. Ça doit pouvoir se lever, ce n'est pas possible. Voilà. Là, on est en train de parler d'une expérience qui, si on avait la technologie pour, en théorie, on devrait être capable de la réaliser, cette expérience. Et donc, le paradoxe final, il est impossible de l'obtenir. Et alors, comment lever ce paradoxe ? Eh bien, pour ce faire, on va devoir revenir, très vite, vous inquiétez pas, sur la relativité restreinte. Pour bien comprendre un truc sur ce qui est relatif et ce qui ne l'est pas. Ce que dit la relativité classique, celle de Galilée, c'est que si par exemple vous êtes dans une bagnole en ligne droite qui roule à 70 km/h, n'accélérez pas ni rien sur la ligne droite, voilà, 70 km/h, et vous croisez une voiture qui, pareil, à 70 km/h dans l'autre sens, ligne droite qui accélère pas ni rien. De votre point de vue à vous, tout se passe comme si vous étiez à l'arrêt et que la voiture venait vers vous à 140 km/h. Du point de vue de l'autre voiture, c'est l'inverse, c'est comme si eux, ils étaient à l'arrêt et que vous avancez vers eux à 140 km/h. Et du point de vue de la vache qui est au milieu du champ, qui ne bouge pas et qui vous regarde, elle vous voit bien tous les deux aller l'un vers l'autre à 70 km/h. Ça, c'est la relativité classique. Ce que dit la relativité restreinte d'Einstein, c'est un petit peu le même genre de phénomène, mais c'est en plus compliqué parce qu'on est à des vitesses qui sont proches de la vitesse de la lumière. À ces vitesses-là, apparaissent des choses comme la contraction des longueurs, la dilatation du temps, etc. Il y a des vidéos dans la description sur le sujet, on les a fait il y a quelques années déjà. Voilà. Cela étant, mon exemple va vous permettre de comprendre un truc qui est super simple. Les trois points de vue dont j'ai parlé, donc votre voiture, l'autre voiture et Gilberte, oui la vache s'appelle Gilberte, ces trois observateurs portent chacun un référentiel, c'est le référentiel de l'observateur. Et il y a une chose absolument fondamentale qu'il faut noter au sujet du référentiel de l'observateur. Il est immobile ou alors il se déplace en ligne droite sans aucune accélération. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Imaginez un soir de pleine lune, vous avez la lune dans le ciel, face à vous, à 380 000 km, face à vous. Si maintenant, spontanément, vous décidez de faire un quart de tour vers la droite, la lune est toujours là. Elle est toujours à 380 000 km de vous. Mais à votre gauche maintenant.
Et si vous avez mis, mettons, un quart de seconde à faire votre quart de tour, ça veut dire que de votre point de vue, la Lune s'est déplacée à une vitesse de 2 millions de kilomètres par seconde, ce qui est largement au-dessus de la vitesse de la lumière. Et vous comprenez bien que c'est pas possible, et d'ailleurs vous savez très bien que c'est pas ce qui s'est passé. Et d'ailleurs là c'est juste la Lune qui est quand même proche de nous. Si vous faites l'expérience avec une galaxie qui est très lointaine, on arrive à des vitesses qui sont juste débiles. La galaxie la plus proche de la nôtre, c'est la galaxie d'Andromède, qui a 2,5 millions d'années-lumière. C'est-à-dire environ 25 milliards de kilomètres. Faire un quart de tour de tête en un quart de seconde, ça ferait faire à la galaxie d'Andromède, de notre point de vue, un déplacement d'environ 40 milliards de kilomètres en un quart de seconde. Soit une vitesse d'à peu près 160 milliards de kilomètres par seconde. Soit un peu plus de 530 000 milliards de fois la vitesse de la lumière dans le vide. Et là, on est sur une galaxie qui est très proche. Bon, bah là, vous voyez bien que ça coince et vous comprenez intuitivement que c'est pas comme ça que ça marche. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce qu'en matière de relativité restreinte, il y a strictement rien qui est intuitif. Mais là, pour le coup, ça, c'est intuitif. Et en fait, c'est parce qu'en relativité restreinte, les référentiels doivent être inertiels. Un référentiel inertiel, c'est un référentiel qui ne bouge pas, ou alors qui bouge en ligne droite, sans accélérer, sans freiner. Donc sans accélération. Ce qui est la même chose qu'un référentiel qui bouge pas. Hein. Et donc, si votre référentiel, il tourne sur lui-même, eh ben, ça marche plus. On est d'accord là-dessus? Alors reprenons notre histoire de jumeaux. Lorsque notre jumeau qui est dans la fusée s'éloigne à une vitesse constante de 80% de la vitesse de la lumière pendant 10 ans, il n'y a aucun problème, ça marche. Pareil pour la partie au retour, où il est à 80% de la vitesse de la lumière en direction de la Terre. Aucun problème. Et je vais même aller plus loin, on va dire pour simplifier l'histoire qu'au moment où il est parti, il était déjà à 80% de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire toute la partie accélération, tout ça, ça compte pas, c'était avant, et il a atteint 80% de la vitesse de la lumière au moment où il a passé la Terre, et voilà, on est parti de là. Et pareil, à la fin, quand il arrive au niveau de la Terre, après le temps qu'il faut pour décélérer tout ça, on le compte pas. Mais voilà, lorsque le jumeau, arrivé au bout de son voyage, fait demi-tour, son référentiel subit une rotation de 180 degrés. Et bien ça, c'est pas gratuit. Et de la même manière, toute la partie où il ralentit pour faire demi-tour et où il réaccélère, là aussi, son référentiel ralentit et réaccélère. Et ça non plus, c'est pas gratuit. Pour le dire simplement, oui, effectivement, du point de vue de la fusée, pendant qu'il est à vitesse constante en s'éloignant ou en se rapprochant de la Terre, il peut considérer qu'en fait, c'est la Terre qui s'éloigne ou qui se rapproche, et que donc c'est sur Terre que le temps se déroule plus lentement, etc. Mais pendant toute la phase où il ralentit, il fait son demi-tour et il réaccélère, c'est bien lui qui fait des trucs. Là, il n'y a plus de relativité. C'est lui qui fait des trucs. Et si vous voulez, pendant toute cette phase, pour le dire très simplement, la Terre rattrape le temps perdu. Alors, je sais que c'est pas évident à comprendre, mais vous inquiétez pas, j'ai tout préparé. Je vous mets dans la description des liens vers des vidéos qui sont superbes et qui expliquent tout le phénomène bien mieux que moi je pourrais le faire. Raison pour laquelle je le fais pas. Puis ça me fait ça en moins. Voilà, donc lien dans la description. Mais au bout du compte, du coup, il se passe quoi pour ces jumeaux? Lequel est plus jeune, plus vieux, il se passe quoi? Bah déjà, il aurait fallu préciser 2-3 trucs quand même. Parce que quand on dit le gars, il part dans l'espace pendant 10 ans. Ok, mais 10 ans pour qui? Parce que si c'est 10 ans pour la Terre, du point de vue de la Terre, ça fait 6 ans pour lui. Mais ça, c'est pour le coup, il faut que la Terre ait, si vous voulez, genre un satellite ou une station au bout du chemin, donc à l'équivalent de ces 10 ans de voyage, et qui puisse communiquer de façon simultanée, ce qui n'est pas possible avec la vitesse de la lumière, mais en tout cas qui puisse se coordonner, on va dire, pour que la station puisse mesurer à quel moment le gars est arrivé à dépasser, et qui correspond en fait à 10 ans depuis le départ de la Terre. Parce que je vous rappelle que le problème de la relativité restreinte à la base, c'est la simultanéité de deux événements qui ne se passent pas au même endroit. C'est ça, hein, la question fondamentale de la relativité restreinte. Non mais je sais, hein, la relativité restreinte, c'est compliqué. Voilà, il faut prendre en compte la notion de perte de simultanéité, d'inclinaison du temps, de dilatation du temps, contraction des longues. Enfin, bref, le fin mot de l'histoire, c'est bien celui qui est parti dans l'espace qui finit plus jeune que l'autre. Hein, voilà. Donc, je répète, lien dans la description, si vous voulez vraiment comprendre le phénomène de A à Z. Voilà. Et c'est la fin de notre intra-quickie, retour au la preuve par vieux. Non, stop, non.
Non. Alors, le générique, on le garde pour la fin. On fait un vrai générique pour la fin, on va pas faire un intra-générique d'une minute 40 pour... Non, voilà. Retour à la preuve par vieux. On en était où, du coup? Ah oui, Paul Langevin, il enseigne au Collège de France, il imagine son histoire de jumeaux, histoire qui intéresse Henri Bergson, d'ailleurs. Et vous savez sur quoi d'autre Paul Langevin bosse? Plus c'est cool, ça va nous permettre de reboucler avec un autre La Preuve par vieux, qui je sais pas dans quel ordre vous regardez les vidéos, mais bon voilà, c'est le La Preuve par vieux sur Jean Perrin. En 1908, Paul Langevin propose une équation décrivant le mouvement plus ou moins aléatoire de grains dans un liquide. Vous savez, le mouvement brownien. Juste vite fait, je rappelle, en 1905, Albert Einstein publie un article sur le mouvement brownien, un article qui théoriquement met en évidence l'existence des atomes. Et en 1908, il y a Jean Perrin qui valide expérimentalement les propositions d'Albert Einstein, ce qui prouve l'existence des atomes. Et bien, parallèlement à ça, vous avez Paul Langevin, qui, je le rappelle, est un poteau de Jean Perrin. Paul Langevin qui met au point l'équation qui décrit le mouvement de grains de pollen dans du liquide. Équation considérée, et là, clairement, je le dis juste pour que ça fasse plaisir à ceux qui savent de quoi il s'agit, il n'est pas question que je rentre dans les histoires de spectre ou de bruit blanc, comme la première équation différentielle stochastique. Mais bon, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, il y a deux guerres mondiales absolument monumentales qui vont tomber sur la gueule de nos amis scientifiques. Enfin, de tout le monde, pas que sur eux. Et que fait Paul Langevin pendant la Première Guerre mondiale? Eh bien, avec un ingénieur qui s'appelle Konstantin Chilowski, ils mettent au point le premier détecteur de sous-marins, le sonar, qui sera prêt en 1920. Donc un peu tard pour la guerre. Bon, après, il y a tout un aspect concernant la vie politique de Paul Langevin, sur lequel je vais pas m'étendre parce que c'est vraiment pas le sujet de cette vidéo. Mais si le sujet vous intéresse, renseignez-vous. Paul Langevin, c'est vraiment un gars qui a eu plusieurs vies. Bon, déjà, on en avait déjà parlé dans La Preuve par vieux sur Perrin, mais Paul Langevin fait partie des scientifiques qui ont signé la pétition pour réviser le procès Dreyfus, en 1898. Avec donc Perrin, avec Curie, avec toute cette bande de potes. Puis Langevin luttera toute sa vie contre le fascisme, contre la montée de l'extrême droite. D'ailleurs, il va bosser avec Irène Joliot-Curie, donc la fille de Marie Curie. CF, La Preuve par vieux sur Marie Curie, je sais pas dans quel ordre vous regardez les vidéos, voilà. Il va intégrer aussi, donc il présidera la Ligue des droits de l'homme, il adhérera au Parti communiste, enfin bref, il va faire plein de trucs politiquement. Et notamment, un truc qu'il va faire, c'est qu'il va s'efforcer de garder le contact avec absolument tous les scientifiques de la planète, indépendamment des conflits politiques qui peuvent avoir lieu. Par exemple, les scientifiques allemands dans les années 30 et 40. Et il va pousser l'idée selon laquelle les scientifiques ont une responsabilité sociale en faveur de la paix. Alors évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, du fait de son passé antifasciste, il va être arrêté par la Gestapo, révoqué de ses fonctions au Collège de France par le régime de Vichy. Bravo. Il va réussir à quitter le territoire pour aller en Suisse, et sa fille, qui va être déportée à Auschwitz, mais qui en ressortira vivante en 1945. Bon, dernier point, j'en parle vite fait ici, parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs occasions, mais ce serait vraiment chelou si j'en parlais pas ici. En 1910, et alors qu'il entame une procédure de divorce avec sa femme, il entame une liaison avec Marie Curie. Marie Curie qui est alors veuve depuis près de 5 ans. Et quand, en 1911, il est question de donner à Marie Curie un deuxième prix Nobel, cette fois-ci de chimie, le scandale éclate, tout ça, j'en ai déjà parlé. Mais il y a un truc que j'avais pas raconté au sujet de cette liaison. Voilà, c'est que comme je savais que j'allais en parler dans plusieurs vidéos, voilà. Je voulais encore avoir quelque chose à dire quand j'arriverai à la vidéo sur Langevin. Voilà, il y a un truc que je vous ai pas dit au sujet de cette liaison. C'est qu'à cause du scandale, quand ça a éclaté, il y a des gens qui se sont provoqués en duel. C'est-à-dire, il y en a, ils étaient tellement chauds sur cette histoire que ça partait dans des insultes et tout ça, puis à la fin, ils disaient « Oh, fille, maintenant, je te provoque en duel. Tu goûteras de ma lame, tu tâteras de ma lame, j'en sais rien. » Au Parc des Princes. Voilà. C'est là-bas qu'on faisait les duels. Au Parc des Princes. C'est tellement random. J'imagine la mort de merde. Le gars qui arrive au ciel, mais pourquoi t'es mort? Ouais, je me suis fait planter par un gars parce que j'avais dit que c'était quand même chaud que Marie Curie et Paul Langevin ils couchent ensemble. Voilà, c'est tout pour cet épisode qui est, je le conçois, plus court que certains quickies. Ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça la chaîne, voilà, c'est comme ça. Et puis, dès lors qu'on ne rentre pas dans le détail de tout ce qui se passe dans le paradoxe des jumeaux de Langevin, nécessairement, ça ne fait pas 45 minutes. Voilà. Cela dit, si vous regardez les vidéos que j'ai mises en description, vous en avez pour largement 45 minutes. Voilà.
Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, pensez à lui mettre un pouce comme ça. Si elle vous a pas plu, vous mettez un pouce comme ça. C'est important pour vous, hein. C'est important pour vous. C'est un truc qu'il faut savoir, c'est quand vous mettez un like. Alors oui, effectivement, s'il y a un ratio de 80% de pouces rouges, enfin de pouces vers le bas, pour l'algo YouTube, ça veut dire que la vidéo, c'est vraisemblablement de la merde. Mais, quand les ratios sont classiques, par exemple, moi sur ma chaîne, les ratios sont entre 95 et 98% de pouces en l'air, globalement, hein, voilà. Merci d'ailleurs, voilà. Quand vous mettez un pouce, ça aide l'algo à vous suggérer à vous des vidéos. En fait, quand vous mettez le pouce, c'est plus pour dire, hey, montre-moi des choses qui ressemblent à ça. Voilà. Je sais pas, j'avais pas dû. C'est de l'impro, j'avais pas du tout prévu de parler maintenant de l'algo et du ratio du pouce, on s'en fout. Voilà. Ça vous a plu, vous faites ça. Ça vous a pas plu, vous faites ça. Et si vous voulez rien faire, vous faites ça. Je ne suis pas moi en train de vous faire ça, c'est juste, vous faites ce que vous voulez. Vous commentez si vous voulez commenter, vous m'insultez si vous voulez m'insulter. Ça fait du référencement, je m'en bats les couilles, de toute façon, le truc est modéré. Faut que vous... Alors, je vous dis un truc tout de suite, aussi, voilà. J'en profite, hein, puisque voilà, on se parle franchement, je le dis, voilà. Il y a des gens qui aiment bien m'insulter dans les commentaires. Je vais vous révéler un truc. Quand ça arrive, je coche une option qui s'appelle « Masquer l'utilisateur sur la chaîne ». Ce qui veut dire que vous qui écrivez ces messages insultants, vous voyez vos propres commentaires. Mais vous êtes absolument le seul. Donc après, peut-être que ça va vous rassurer de vous dire « Mais pourquoi est-ce que j'ai jamais de like quand je le traite de fils de pute ?» C'est parce que personne ne le voit. Mais continuez, hein. Faites-vous plaisir. Pensez à partager la vidéo, c'est important, voilà. Moi, je vois là, maintenant que j'ai vraiment repris, là, ça fait vraiment plusieurs mois que j'ai repris un rythme d'une vidéo tous les 15 jours, etc. Je vois bien que les suggestions YouTube automatiques, ça bouge pas des masses, hein. Il se passe pas grand-chose de ce point de vue-là. Mais je vois bien aussi les retours des gens qui sont contents de voir les vidéos. Donc, bah, c'est à l'ancienne, faut partager. Il n'y a plus le lombric pour faire ça, mais voilà, on fait comme. On se retrouve évidemment dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, restez curieux. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Restez curieux. Vous avez vu hein, qu'il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de proposition de phrase. Hein. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la phrase, elle arrive. Donc, inspirez, voilà. Asseyez-vous, mettez-vous bien, voilà. Restez curieux. Et prenez le temps d'y penser.